je m'appelle Julie. Je préviens, c'est une une présentation de data ingénierie. Est-ce qu'il y a des data ingénieurs dans la salle? Ah, ça va, plus que la dernière fois déjà. Non, je ne parle pas d'IA. Hein. Et par contre, je tiens à dire que moi, je ne fais pas du Python, je fais du Scala. Voilà. pour lier avec la conférence d'avant. Hein. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des Delta Lake. Donc, juste pour savoir, quelqu'un connaît Delta? Oh, c'est bien, tant mieux. Ah, si, derrière. Comme ça, au moins, vous ennuierez pas. Donc, comment Delta nous permet de faire du recalcul sans fracas ni tracas. Alors, pourquoi ce sujet? Sur Internet, je vois beaucoup d'articles où ils vont parler de Delta, du format Delta, donc c'est un format de données, et c'est aussi une librairie. Sauf que souvent, je les vois, ils ont repris la doc technique et ils changent peut-être l'exemple, ou parfois ils ne prennent même pas la tête de changer l'exemple de la documentation officielle. Et voilà. Donc je trouve qu'il n'y a pas énormément de plus-value. En revanche, la documentation officielle est très bien faite. Donc en fait, si on veut savoir techniquement comment l'utiliser, moi j'adore la documentation officielle, elle est très bien faite, très claire, avec des exemples, tout. Mais ça passe un peu à côté de l'usage, nous, au quotidien, dans notre métier. Donc, je vais vous parler donc des cas d'usage, de l'intérêt à la fois technique pour le développeur et l'intérêt fonctionnel plutôt pour le PO. Donc, moi, je travaillais dans une boîte de retail, de sport, à fond la forme. Un jour, mon PO, au mois de décembre, m'a envoyé sa liste de vœux. Hein, il m'a confondu avec le Père Noël. C'était pas la bonne saison pour moi. Il m'a demandé beaucoup de choses. Il m'a demandé, il est arrivé, Julie, je voudrais calculer un nouveau KPI. Dans le retail ou même dans toutes les boîtes, c'est courant de calculer un KPI. La croissance de revenus chaque jour pour J-1. On ne pouvait pas faire J parce que forcément, les données d'achat, on les a toutes le lendemain. Bon, si on pouvait rafraîchir ce KPI tous les jours pendant 30 jours, ça serait chouette aussi. Ok, d'accord. Bon, j'aimerais bien aussi l'effectuer plusieurs fois et à la demande la reprise historique de ce KPI parce que parfois on a quelques problèmes de qualité de données dans les vieilles données. Ok, d'accord, je vais voir. Ah, et j'aimerais pouvoir relancer moi-même facilement le job en cas d'incident de prod. D'accord. Et pouvoir le relancer pour une date spécifique. Ok. Genre il y a 3 mois. Ah, et si possible, le tout avec un seul programme Spark et un job Airflow. Ok, ça fait beaucoup de choses, d'accord. Bon, il veut un sacré cadeau de Noël. Qui connaît Spark? Juste pour voir un peu. Ah, ça va, plus de monde que Delta. Si vous travaillez avec Spark, vous allez peut-être vous mettre à travailler avec la librairie Delta. Qui connaît Airflow? Ah, pas mal aussi, c'est cool. Plus que dans... Hop là. Donc, il était une fois Matei Zaharia, qui a fait une petite thèse à Berkeley, juste une toute petite, et il a créé Spark. Voilà, Spark. Spark, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de calcul distribué qui permet de traiter beaucoup de données qui sont découpées sur un cluster. Il a été écrit en Scala, mais on peut l'utiliser avec différents langages, dont Python. Personnellement, je préfère Scala. Et donc, qui permet de faire des calculs et de traiter un grand volume de données. Bon, après la thèse, il s'ennuyait. Il a fondé une petite boîte, Databricks, en petite plateforme cloud qui se met sur le cloud, qui se branche sur le cloud pour traiter pour les entreprises, pour manager leurs données. Et Databricks, il a fait ça avec ses copains parce qu'on ne travaille pas seul, a créé le projet Delta Lake. Donc c'est un projet open source. Donc le but, c'était d'améliorer la qualité et la gouvernance de nos data lakes. Qui en France ressemble, enfin pas qu'en France, qui ressemble plus souvent à un marais. Et de transformer le marais un peu vert en un joli lac bleu. Donc ça permet de faire du streaming, de traiter des données en temps réel ou à intervalles réguliers. Et ça permet aussi d'utiliser le format Delta avec Spark 3. Et le format Delta, il amène certaines nouvelles fonctionnalités qui sont pratiques, dont les schémas évolutifs et l'historisation. Donc on peut voyager dans le temps pour retrouver une ancienne version de notre table. Ça, c'est pratique quand on a fait une erreur, qu'on a déjà envoyé en prod et qu'on le voit après. Ça fait déjà 2 semaines que ça tourne. Finalement, il va falloir retourner 2 semaines en arrière et refaire une reprise historique. Ah, c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi il voulait certaines choses, mon PO. Donc, quelles sont les technologies qui m'ont aidé pour créer mon cadeau de Noël? Donc, Spark,
Delta, et ensuite Airflow. Donc, Airflow, c'est quoi? C'est un planificateur de tâches. Donc, ça permet de mettre en place tout simplement des traitements, une chaîne de traitement d'une chaîne de données avec des pipelines. Donc, on définit ce qu'on appelle un DAG, Directed Acyclic Graph. Donc, tout simplement, c'est juste une planification. Comme là, je prévois que tous les jours à 7 heures, je vais pousser ma chaise. Une fois que c'est fait, je vais tirer ma chaise. Bon, on fait ça avec des jobs Spark. Voilà. On peut aussi paralléliser certains jobs. Voilà. On n'est pas obligé de tout faire linéaire. On peut aussi faire des choix, des conditions, des branches. Donc ça permet de faire pas mal de choses, Airflow. Enfin, de pas mal organiser. Donc reprenons ma liste au Père Noël de mon PO. Donc il veut que je calcule le KPI du mois, donc ma croissance de revenus, chaque jour avec les données de J-1, avec les données actualisées de J-1. Ok, pas de souci. Donc on est au mois de septembre, je calcule ma croissance de revenus. Bon, c'est le début, on est le 3 septembre. Bon, pour l'instant, on n'a gagné que 50 €. Bon, c'est pas énorme. Le directeur de magasin, lui, voudrait pouvoir suivre tout au long du mois où est-ce qu'il en est dans son KPI. C'est pour ça qu'on le recalcule tous les jours. Parce qu'il aimerait bien savoir si le 15 septembre, c'est bon, il est 16 h, il peut, bon, j'habite à La Rochelle, hein, il peut aller récupérer les enfants et aller à la plage. Ou est-ce qu'il faut qu'il fasse des heures sup? Parce que bon, bah, ça va pas du tout, on est le 15 septembre et on est encore très loin des objectifs. Donc je le calcule 2 jours plus tard. Bon, 500 €. Ah, ça commence à être mieux. Voilà. Et donc tous les jours, je vais mettre à jour, nous notamment pour les directeurs de magasin, le KPI. Bon, il voulait aussi qu'on puisse recalculer le KPI pour les 30 derniers jours. Pourquoi? Bah, tout simplement, parfois, il nous manque des données. On a besoin de les actualiser. En fait, du coup, c'est pas tout à fait idempotent. Il y a des pays comme Madagascar où il y a régulièrement des pannes d'électricité ou des pannes d'Internet. Internet aussi qui est plus là. Donc, parfois, on reçoit des données en retard. En Afrique aussi. C'est eux qui doivent scanner tous les tickets de caisse à la main pour ensuite les mettre en base de données, les informations d'achat. Et aussi les cartes fidélité, les clients fidèles, parce que parfois on sépare la croissance de revenus en fonction des clients, tous les clients et clients fidèles. Eux, ils ont 30 jours après un achat où ils ne se sont pas identifiés pour scanner le ticket de caisse et pour que ça soit relié à leur compte fidélité. Voilà. Donc on voit, mois de juillet, bon, la dernière fois, comme c'est sur 30 jours, la dernière fois qu'il a été calculé, c'est le 31 août. Bon, bah, moi, aujourd'hui, je suis le 26 septembre. Le 26 septembre, j'ai calculé septembre parce qu'on me demande, mais je recalcule aussi août. Là, on voit, ils ont eu 56 000 €, ils ont gagné au mois d'août. Donc, je recalcule pour les 30 derniers jours. Donc, comme je suis le 26 septembre, je recalcule pour septembre et je recalcule pour le mois d'août. Ensuite, on voulait faire la reprise historique du KPI pour les 2 dernières années. Pourquoi? Bah, parfois, on se rend compte qu'il y a des problèmes dans les données, dans des vieilles données. Par exemple, PIPL, Chine. On a eu une coupure d'alimentation des données en Chine. Pourquoi? Ils ont mis en place la PIPL, c'est l'équivalent de leur RGPD, donc Personal Information Protection Law. Donc on voit 2022, donc le mois de septembre, la dernière date qu'on a calculée, la dernière fois qu'on a calculé le KPI, c'était le 31 octobre 2022, normal. 2023, on voit qu'il est vachement bas quand même, oui, vu qu'on ne recevait plus les données. Ça a été calculé le 31 octobre 2023, 30 jours après. 2024, là aujourd'hui, 26 septembre, on a calculé nos données. Bon, je fais la reprise historique. Moi, j'ai calculé mon tableau du haut ce matin. Après la reprise, 2022, je n'ai pas rattrapé 2022, ça n'a pas bougé. On voit que mon calcul date tout le temps du 31 octobre 2022. Comme j'ai recalculé pour les 2 dernières années, mon calcul du mois de septembre a changé. Donc on est maintenant à 46 000 et toujours une compute date par contre aujourd'hui au 26 septembre. Et pour 2024, ça a un petit peu changé depuis ce matin, ça va, on a gagné 2 K, c'est pas énorme. Bonne vente, si c'est que sur un seul magasin. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me permet de faire ça facilement? Parce que là, pour ceux qui sont data ingénieurs, savent que faut que je réécrive des données, il faut que je fasse une jointure entre des anciennes données, des nouvelles données, un upsert, un truc, comment je vais faire? Bon, il y a 2 façons de faire avec le format Delta. Donc, c'est le Selectively Overwrite. Donc, le Selectively Overwrite propose 2 solutions. La première, c'est le Dynamic Partitioning, qui va permettre d'écraser seulement les données des partitions concernées et évite de perdre les autres données.
Parce que forcément, si je fais un overwrite sur ma table, techniquement, j'efface toutes les autres données. Donc, des 10 dernières années. Bon, moi, j'ai 10 ans de données. Je fais un overwrite de ma table, j'efface les 10 ans et je mets que mes données du jour. Bon, j'ai pas envie de faire ça. Je veux pas perdre. Donc, je partitionne ma table par année et mois. Ensuite, je configure l'option de partition overwrite mode en dynamique. Et ensuite, j'écris ma table, j'écris mes nouvelles données. Donc ça, c'est mes nouvelles données d'aujourd'hui, donc en septembre 2024. Je vais les écrire. Donc write. Je précise le format. Donc c'est là que je dis on est en format delta. Le mode overwrite, comme j'ai dit, et c'est juste l'option qui va me permettre d'écraser que ma partition concernée par mes données new data. Donc partition overwrite mode en dynamique. Et après, je dis dans quelle table je veux enregistrer ces données. Bon, ma table, elle existe déjà, elle s'appelle KPI Stable. Il y a tous mes KPI dedans. Il y a une deuxième façon de faire, c'est le replace where, où on écrase seulement les données remplissant les conditions d'une clause where. Donc pour ça, il faut d'abord définir un filtre pour sélectionner les données à écrire, et ensuite utiliser le filtre dans cette clause, replace where. Donc comme tout à l'heure, j'ai mes nouvelles données que je vais écrire au format delta, en mode overwrite, et là, dans l'option, je passe mon paramètre donc pour replace where, et je passe un filtre, qui est un filtre SQL, hein, tout simplement. Donc l'année, quand je fais ma reprise historique, année in 2023-2024, end mois égale septembre. Et comme ça, je vais écraser que mes données qui remplissent cette condition. Et j'enregistre dans ma table. Bon, forcément, c'est plus efficace sur des colonnes partitionnées. Donc le replace where par rapport au partition dynamique, c'est qu'il peut être utilisé sur des données non partitionnées, mais il va être quand même plus efficace parce que les données partitionnées vont être physiquement sur le même serveur, contrairement à des données non partitionnées qui peuvent être sur différents nœuds du cluster. Ensuite, le V4, il voulait pouvoir relancer le programme facilement en cas d'incident de production. C'est là que Airflow va m'aider. Donc, je vais créer une tâche qui lance le programme Spark et utiliser l'execution date ou logical date. Donc ça dépend de quelle version d'Airflow vous avez. Parce que l'execution date est deprecated. Comme date à passer en paramètre de mon job Spark. Eh bien, lui, Airflow, elle est jolie. Hein. Aujourd'hui, j'ai un incident de production. C'est rouge, on le voit, la flèche, là, le montre. Bon, bah, pour mon PO, c'est simple. Il a juste à appuyer sur le bouton play en haut à droite. Voilà. Ça se relance, c'est magique. Entre-temps, ce qui avait été le problème, c'était l'alimentation de données, nos données qu'on utilisait. C'est l'autre équipe qui est censée nous envoyer les données, ils ne l'avaient pas faites. Donc forcément, j'avais eu un problème en mode, les données de J-1 ne sont pas là. Là, entre-temps, elles sont arrivées. C'est magique, c'est vert. Le job a été rattrapé, les données ont bien été gérées. Et j'ai pu lui calculer le KPI. Ensuite, il veut pouvoir lancer ce programme pour les dates qu'il souhaite, s'il en a besoin. Donc typiquement, la reprise historique. Donc, il faut pouvoir déclencher le DAG avec des valeurs personnalisées pour start date et end date. Bon, c'est pareil, quand on clique sur le bouton play, on choisit trigger ou trigger avec des paramètres, with parameters. Et là, je dis les paramètres que je mets. Moi, 1er janvier, pour faire 2 ans, 1er janvier 2022, 1er janvier 2023. Non, pardon, ça fait une année. Et voilà. Et donc là, il peut relancer tout le calcul pour l'année 2022. Donc c'est succès, on a réussi, on a tout fait avec un seul job Spark et un job Airflow, un programme Spark où on a utilisé le dynamic partitioning et un job Airflow qui passe les paramètres de date au programme Spark. C'est quoi l'intérêt de tout ça? C'est quoi l'intérêt de Delta là-dedans? C'est qu'il va nous éviter d'écraser les anciennes données, il va nous éviter des jointures compliquées entre les anciennes données et les nouvelles données. Là, à aucun moment, je lis ma table, moi, dans mon programme Spark KPI Stable. Je lis que mes données sources d'achat et je calcule mon KPI. Et à aucun moment, j'ai eu besoin de charger ma table de KPI ou dans laquelle j'enregistre à la fin. À aucun moment, j'ai besoin de la lire pour savoir quelles données je dois écraser ou pas. Et donc, ça permet d'éviter les développements spécifiques en cas d'incident ou en cas de reprise historique. Je vais juste ajouter un petit mot. Pour ceux qui connaissent Iceberg, on a Iceberg qui monte. Alors, souvent, on va me dire « Ah, c'est quoi le meilleur entre Delta et Iceberg ?» On s'en fiche, ils vont fusionner bientôt. Voilà. Donc, ils ont certaines fonctionnalités différentes. Chacun a sa préférence. Puis ça dépend en fonction surtout de votre besoin. Parfois, Iceberg va être plus adapté, parfois Delta. Mais aujourd'hui, ils ont prévu de fusionner à long terme. Voilà. Des questions? On a 1 minute. Oui? C'est une librairie.
c'est une librairie. C'est une librairie open source que tu peux utiliser, donc nous notamment avec Spark, si je remonte. Oui, alors Snowflake, il est... Ok. Je répète juste ma question. La première, c'était qu'est-ce que c'est comme outil en fait? C'est un framework, une librairie, un concept. Du coup, c'est une librairie. Du coup, c'est une librairie. Sur ton programme, alors moi je vais dire Scala. Sur ton programme Scala, je l'ajoute dans mon POM, je fais un import de io.delta, tout simplement. Et ça me permet d'écrire en format Delta avec Spark 3. Okay. Parce qu'il a été fait, comme c'est toujours Matei Aria, c'est la famille Matei Aria, ça a été fait aussi pour tourner avec Spark. Mais c'est pas qu'avec... Il ne s'intègre pas qu'avec Spark. Si tu vas sur le site Delta Lake, tu verras à peu près toutes les technologies avec lesquelles il s'intègre, le Delta Lake, donc le format Delta avec lesquels il est pris en charge. Donc Flink, Hive, voilà. Quels sont les technos qui peuvent lire du format Delta. Idem pour Iceberg. Il s'intègre aussi avec pas mal de bases de données. Aujourd'hui, il y a certaines bases de données qui ne prennent pas en charge Delta, mais qui prennent en charge Iceberg. Mais comme j'ai dit, de toute façon, ils ont prévu à long terme de ramener, de fusionner les deux. Parce que Iceberg a été fait par Netflix, et au final, ils sont en train de ramener le code, parce que ça a été repris par Apache. Ils sont en train de fusionner les deux codes pour qu'on ait un nouveau format. Je crois qu'ils vont garder le nom Iceberg, mais qu'il y aura toutes les fonctionnalités à la fois d'Iceberg et de Delta. Et donc, si tu veux l'utiliser, c'est tout simplement, tu le mets dans ton POM ou tes dépendances Python, si tu es en PySpark, et après, juste quand tu écris en format... Okay. Et Databricks, du coup, ça intègre Delta Lake, enfin, ça implémente Delta Lake, ou comment ça se positionne? Alors, Databricks, c'est vraiment à côté. C'est juste que c'est la compagnie qui a écrit Delta Lake, qui a fait le projet, et qui l'a rendu open source. Et après, c'est juste que eux, Databricks, quand une entreprise prend, comme mon ancien client, comme Decathlon, quand tu prends un Databricks, tu peux le brancher donc, soit à ton cloud AWS, ton cloud GCP ou Azure. Après, il est relié donc, tout à tes trucs S3, AWS ou toutes tes autres bases de données. Et Delta Lake a des optimisations en plus dans Databricks pour améliorer encore la performance de l'optimiseur Catalyst, de Spark et tout ça. Donc il y a quelques features en plus quand tu l'utilises Delta Lake avec Databricks, mais tu n'es pas obligé. Eh bien, merci beaucoup. Un cadeau de Noël avant l'heure. Merci à vous.